Aujourd'hui, on avait plutôt décidé, alors qu'hier c'était clairement tourné vers l'entreprise, aujourd'hui ça l'est toujours, mais on voulait aussi profiter de l'occasion pour présenter les actions que mène notre université Michel de Montaigne Bordeaux 3. En particulier, hier je le rappelais, à travers un ex-SUIO, aujourd'hui POSIP, alors les sigles on va les décliner pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Nous avons le responsable vice-président délégué à ce pôle orientation, stage et insertion professionnelle, c'est Alain Scadafal qui est ici au centre, et Pascal Aucun, le directeur de ce pôle, qui sont présents pour nous expliquer en quoi il est indispensable de se doter de tous ces moyens, humains principalement, intellectuels, financiers aussi, il faut en parler, et qui permettent l'accompagnement pour les stages. On a entendu hier que c'était un des mots-clés, naturellement, stage obligatoire, non obligatoire. Les étudiants commencent à être de plus en plus sensibles. On a entendu des témoignages, de beaux témoignages hier, qui manifestement soulevaient, accentuaient, soulignaient l'importance de ces stages en phase d'insertion pré-professionnelle. Donc les stages et puis tout le panorama de l'insertion professionnelle. Vous vous souvenez, hier aussi, on a eu une question d'une étudiante titulaire d'un master LEA qui nous disait « mais moi, je n'ai pas pu consulter des annuaires d'anciens étudiants ». Et effectivement, on a constaté ces lacunes et depuis on y travaille à notre échelle et on agrandit ce secteur. On travaille là-dessus beaucoup, le POSIP entre autres, bien sûr, tout en sollicitant les collègues pour augmenter ces bases de données qui deviennent indispensables aujourd'hui pour constituer, le deuxième mot-clé c'était le mot réseau, pour constituer ces réseaux grâce auxquels les étudiants peuvent trouver une insertion. Alors le POSIP, c'est donc l'introduction, la phase introductive, d'en dire quelques mots. Il y a aussi un des stands qui est dédié, qui pourra recevoir ceux qui le souhaitent un peu plus tard. Et puis nous aurons aussi, avec la présence de la cellule d'aide au pilotage, un autre point fort que nous souhaiterions développer aujourd'hui parce que c'est une action que sur laquelle l'université s'est engagée dans le cadre d'un grand observatoire qui récupère des données d'insertion professionnelle. Ça justifie la présence à la table de Séverine Groux qui représente la cellule d'aide au pilotage ici. Alors, on en dira un petit mot aussi parce qu'on a sorti un document que nous avons déjà présenté hier. Il est vraiment tout récent. Ce document qui permet de nous interroger sur un diplôme de l'Université Bordeaux 3 et après. Bref, le devenir de nos diplômés. Et ce sont des résultats d'enquête qui ont porté sur les promotions de 2007 et de 2008 qui ont été enquêtés 2 ans et demi après l'obtention de ce diplôme. Alors là, ça répond à des normes qui permettent de traiter les données. Et ensuite, il faut faire appel à des statisticiens, des professionnels. C'est le cas de Séverine Groux, qui est ici aussi avec nous pour aider à comprendre ce que nous avons essayé de rendre le plus lisible possible, le plus médiatique, si vous me le permettez, sous la forme de tableaux, d'une méthodologie et de données qui se présentent classiquement sous la forme de diagrammes en secteur. On parle aussi vulgairement de camembert, me semble-t-il. Séverine va nous corriger peut-être. En tout cas, il apparaît des données importantes qui sont ici aussi plutôt positives. On va dire que nos premières interprétations nous ont amené un peu dans ce sens. Je crois qu'on peut donner la parole à Séverine pour quelques commentaires en termes de méthodo et en termes de données. Et puis Alain profitera après, parce que c'est lui qui anime la table, de présentation du POSIP et d'enchaîner avec le thème de cette table ronde intitulée « À la découverte de l'entreprise ». Alors si Alain est d'accord, on passe le micro à Séverine qui l'a déjà pris, et c'est très bien, pour avoir un petit commentaire sur ces données d'insertion professionnelle. Alors Séverine, il y a une question méthodologique, comment fait-on ? En quelques mots, bien sûr. En quelques mots. Donc, le plus difficile en fait dans les enquêtes d'insertion, c'est réussir à toucher les étudiants. Déjà, réussir à ce qu'ils, eux, aient accès au questionnaire. Donc, il y a toujours une recherche de coordonnées qui est très, très, très important. Donc, bon, on a nos bases de données internes de l'université, mais on les cherche partout, dès qu'on peut obtenir des coordonnées étudiantes pour justement augmenter nos taux de retour et du coup avoir des données le plus fiables possible. Donc, c'est pas simple. Un taux de retour, moi je lis 1103 diplômés pour la promotion 2007, je lis 1061 sur la promotion 2008. Est-ce qu'on considère que ce sont des bons chiffres ? Au niveau taux de retour, oui. Enfin, pourcentage, 75,4%. Au global, on est à 75%, donc ça fait quand même 3 étudiants sur 4 qu'on a réussi vraiment à toucher. Donc, quel diplômé, Séverine ?
Là, c'était vraiment sur les licences pro, les masters à la fois professionnels et recherche, et les docteurs. Bref, tous ceux qui sortent de cette université. Voilà. Et alors, au final, quand on a un premier regard, hein, on pourra le détailler, parce que le détail, en réalité, tout ceci se construit sur l'acquisition donc, de nombreux résultats qui sont développés sur le site web de l'université, n'est-ce pas ? Sur les pages de l'Observatoire, donc dans la rubrique Université, chiffres clés, Observatoire des étudiants, il y a une rubrique justement sur le devenir des diplômés où il y a vraiment tout ce qu'il faut. Pour le moment, les 2007, je suis encore en cours de traitement des 2008, mais ça ne saurait tarder. Alors, on revient sur les quelques graphiques donc, issus des nombreux tableaux indiqués et localisés, comme vous venez de l'indiquer. Un tableau qui a été travaillé, des graphiques qui ont été travaillés avec le service de communication, parce que l'idée c'était justement de communiquer, de sortir un petit peu du vocabulaire peut-être parfois un peu trop technique, mais c'est le vôtre, on ne peut pas vous le reprocher. En revanche, il est évident qu'on a besoin, nous tous, les collègues, les étudiants, tout le personnel, bref, également de bien comprendre, parce qu'il faut s'approprier ces données. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ? J'ai envie de dire, globalement, pour la partie qui apparaît en bleu foncé, où ce sont les étudiants diplômés en emploi, on a donc de bons chiffres. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bon chiffre ? Par exemple, chiffre, c'est si on avait 100% d'emplois stables, 100% de cadres avec des salaires très très hauts. Là, je pense que tout le monde serait content. D'accord. Alors on a les diplômés, on a une licence en général. On a une licence pro à 74%, enfin les bac plus 3, donc à 74% en emploi. Donc 3 sur 4, 3 sur c'est 4 déjà pas en mal. emploi de 30 mois après leur sortie de diplôme. Ça, c'était 2007. 2008, on a 69%, on constate une petite baisse. Une petite baisse, augmentation du chômage également, malheureusement. Augmentation Mais du 2008, chômage. c'est la crise. C'est des étudiants qui sont sortis au moment de la crise, qui sont arrivés sur le marché de l'emploi au moment de la crise, ce qui explique aussi, dans certains cas, des difficultés au niveau de leur insertion professionnelle. Même si on est à 30 mois, il y a quand même des effets négatifs sur leur insertion. Après, on peut passer sur les diplômés de Master Pro. On lit 80% donc pour le taux d'emploi pour 2007, soit 83% pour 2008. Tiens, là, ça s'inverse un petit peu. 2008 là, ça s'inverse et le chômage diminue également. Et le chômage diminue également. En revanche, les masters recherche, 58% en emploi et 51% en 2008. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que normalement, les masters recherche sont censés poursuivre en doctorat. Donc, normalement, en tout cas. Donc, plus la proportion de poursuite d'études est importante, plus ça montre aussi que la poursuite d'études en doctorat est facilitée par ce master. En doctorat, 2007 nous indique 85% en taux d'emploi pour 81% 2008. Là aussi, normal, mais très bien. Plutôt très bien. Merci Séverine, ces commentaires. Sur la 4e page, et on en restera là, on continue assez vite. Alors c'est un domaine là aussi très, très difficile peut-être, qui a été difficile peut-être à Séverine pour rassembler en termes communicants, parce que là je lui demandais de faire ce qui est impossible, c'est-à-dire de rassembler les secteurs, de prendre à la fois ceux qui sont normés, et ça existe sur le site, sur les normes NAF, n'est-ce pas, sur le site de l'INSEE, et en même temps, comme on ne s'y retrouvait pas trop, on a été obligé de rassembler certains secteurs. Mais ce que l'on voit apparaître sur ce graphique en bâton, entre les promotions 2007 et 2008, grosso modo, des chiffres forts, je lis, 23% des diplômés ont un emploi dans l'enseignement. Enseignement, là, c'est dans le sens... du coup, en fait, par rapport à la nomenclature INSEE, normalement, quand vous voyez sur le diagramme, enseignement, formation, éducation sont vraiment regroupés. C'est vraiment le secteur d'emploi, le secteur de l'employeur. Nous, on a préféré, séparer à la fois l'enseignement et la formation pour séparer aussi les métiers. Pour vraiment, enseignement, c'est vraiment tout le corps enseignant. On est d'accord. Autrement dit, puisque je lis toujours de la maternelle à l'université, ce sont les profs, entre guillemets. Profs. Et le chiffre est de 23%. 23% en moyenne sur les 2 ans, oui. Donc 23% de nos diplômés sont dans l'enseignement, de la maternelle à l'enseignement supérieur, c'est ça. Donc 77% sont en dehors de l'enseignement. C'est bien ça fait 100 moins 23, c'est bien 77, on est d'accord là-dessus. Travailler dans les secteurs d'activité, alors qu'est-ce qu'on voit apparaître comme point fort, comme secteur d'activité qui embauche ? L'infocom. Ce qui s'explique aussi, parce qu'on a beaucoup... là, le diagramme, l'histogramme, c'est vraiment le cumul de tous les diplômés que l'on a vus. On est d'accord. Sur les 4 diplômes. On a énormément de masters d'infocom. On a aussi des licences professionnelles d'infocom.
Donc c'est vraiment aussi, c'est ce qui justifie aussi. Mais on n'est pas forcément sorti de l'ISIC pour être embauché dans un secteur d'Infocom. Même si on sent bien que c'est une grande majorité, évidemment. Voilà. Et puis il y a d'autres secteurs comme l'administration publique qui apparaissent. On lit également, alors dans les secteurs dits autres, finalement, beaucoup d'autres thématiques, le transport, l'hébergement, la restauration, enfin bref, quoi. Ça regroupe plein de choses qui montrent bien que nos étudiants peuvent, par le biais de toutes ces capacités, qualités, compétences que l'on a déclinées un petit peu hier, en tout cas entendu, trouver leur bonheur dans des secteurs peut-être qu'ils n'envisageaient pas à leur entrée à l'université. Exactement. On est bien d'accord. Les arts et les spectacles et activités dites récréatives apparaissent aussi assez présents sur tout ce panorama de l'embauche. Et donc là aussi, c'est un joli constat. Ce qui est en corrélation justement avec notre offre de formation. Naturellement. Et au final, dernier point sur la dernière partie. Alors finalement, est-ce que ces chiffres correspondent à ce que l'on peut avoir en termes de lecture au niveau régional, à l'Aquitaine? Exactement. On a les mêmes chiffres. Les chiffres sont très proches du constat national, voire international aussi, parce qu'on a aussi des étudiants qui travaillent à l'étranger. Franchement, il n'y a pas de différence significative entre l'emploi de tous nos diplômés et l'emploi de nos diplômés en Aquitaine. On lit 44% des diplômés travaillent en Aquitaine, donc 2 ans et demi, c'est la période d'étude de cette enquête, après l'obtention de leur diplôme. Merci beaucoup Séverine. Je crois qu'on peut clore, mais ce sont des documents importants qui pourront être exploités dans d'autres usages pour notre université. Je vais céder la parole tout de suite et le micro à Alain Scadafal qui va vous présenter donc à la fois le secteur très très important qu'est le POSIP et qui va démarrer la table ronde. Alain, c'est à toi, merci. Merci Rémi. Il s'agit de montrer que l'université en général et l'université de Bordeaux III en particulier est impliquée dans cette question de l'insertion professionnelle. Au passage, on va quand même souligner que ça ne date pas d'il y a quelques mois ou quelques années. Les services universitaires d'orientation et d'insertion professionnelle existent au moins depuis un décret de 1986. Et il y a des actions menées dans les universités à ce niveau-là depuis de nombreuses années. On peut aussi rajouter qu'il existe de nombreuses filières, et en particulier à Bordeaux III, nous avons plusieurs filières qu'on peut même qualifier de filières d'excellence, qui travaillent activement sur l'insertion de leurs étudiants depuis de nombreuses années. Mais bien entendu, ce qui a évolué ces dernières années, c'est l'importance, on va dire l'intensité des moyens accordés, la généralisation des moyens sur l'orientation et l'insertion professionnelle. Alors je ne vais pas vous faire un panorama complet de la politique de l'université de Bordeaux III dans ce domaine, ce serait un peu long. On va simplement mentionner 2 choses. D'une part, et la deuxième fera l'introduction par rapport à la table ronde, la première chose, c'est que nous avons développé et mis en place, à partir de cette rentrée 2011, la généralisation d'enseignement, d'unités d'enseignement, d'UE, comme on dit dans le jargon des universités, d'accompagnement des étudiants dans leurs projets professionnels. Alors je ne développe pas la méthode, il ne s'agit pas ici de faire un topo détaillé, mais simplement de dire que progressivement, tout au long de la licence, et dans un certain nombre de masters également, notamment les masters pro bien sûr, on a un travail d'accompagnement qui est fait par les chargés d'orientation et d'insertion professionnelle du POSIP, donc pôle orientation, stage, insertion professionnelle, qui, on va dire, le service commun à toute l'université, qui travaille en collaboration notamment avec chaque filière de formation, pour accompagner les étudiants dans cette insertion, sachant que chaque filière, et certaines sont très actives là-dessus, a ses propres initiatives, dans les filières artistiques, à l'ISIC, il y a vraiment des initiatives depuis longtemps dans ce domaine. Et puis le deuxième domaine, qui est très intimement lié à ce premier, c'est les stages et la politique des stages de l'université de Bordeaux III. Alors, là aussi, je ne vais pas développer un discours sur la politique des stages. Disons que l'objectif que nous avons, et notamment nous le verrons au travers d'un exemple d'une opération particulière à laquelle sont associés 2 des participants de cette table ronde, il s'agit d'inciter, de favoriser, d'accompagner les étudiants dans leurs stages, les aider à trouver des stages, les aider à se préparer à faire des stages, les aider à valoriser ces stages, et notamment au travers d'une sorte de concept, on va dire, qui est cher
notre POSIP, mais aux universités en général, c'est la notion de ce qu'on appelle le portefeuille d'expériences et de compétences. Apprendre à l'étudiant à valoriser ses différentes expériences, y compris en dehors de l'université et y compris en dehors des stages. Nous avons beaucoup d'étudiants, dans certaines filières en particulier, nous avons beaucoup d'étudiants engagés dans le secteur associatif. Bordeaux 3 a été assez innovante puisqu'elle a mis en place des certifications dans le domaine des responsabilités associatives, dans le domaine de l'engagement auprès des étudiants handicapés, mais il s'agit aussi de valoriser toutes sortes d'expériences personnelles. Alors pour cette table ronde, nous allons mettre l'accent sur deux, trois modalités de découverte. Le thème, c'est « À la découverte de l'entreprise ». Vaste sujet, déjà c'est un sujet qu'on a largement finalement travaillé hier, et on va voir qu'un des moyens privilégiés de découverte de l'entreprise ou d'approfondissement de cette découverte, ce sont les stages. Alors nous avons à cette table, je fais une très très brève présentation et après chacune et chacun se présentera et présentera sa structure, et puis après on aura quelques questions et peut-être des échanges avec les participants. Tout d'abord, Catherine Tarmot, responsable d'une entreprise qui s'appelle Mind the Gap, qui expliquera ce qu'elle est, cette entreprise et son rôle à elle, et qui est très impliquée, on y reviendra tout à l'heure, dans un dispositif qui s'appelle Littéraire en entreprise, que nous réexpliquerons tout à l'heure, mais qui vise justement à favoriser le départ en stage d'étudiants. Nous avons également Michel Val, qui est impliqué dans ce dispositif, qui en est à sa 3e année, on en parlera tout à l'heure. Nous avons Bruno Conrad, qui est responsable d'une entreprise d'insertion, et on verra au travers de son activité à lui, mais aussi son regard, parce que vous nous expliquerez quel type d'insertion vous pratiquez, et ce n'est pas directement celle dont nous occupons ici, mais au travers de votre regard, on verra un peu cette approche, et notamment l'approche par rapport à des étudiants éventuellement. Et enfin, Audrey Barthélémy, qui est étudiante à Bordeaux 3, et qui a, on va dire, l'originalité, mais elle l'expliquera un petit peu elle-même, c'est qu'étant dans une formation qui prépare a priori au secteur public, notamment en particulier du développement et de la promotion touristique, a choisi l'année dernière, en fin de Master 1, de faire un stage dans une entreprise. Alors ce sera intéressant qu'elle nous parle de ce parcours et de ce qu'elle a découvert de l'entreprise. Vous connaissiez déjà un peu le monde de l'entreprise quand même, mais c'est vrai que la plupart des étudiants de cette formation vont en stage dans des offices de tourisme qui sont parapublics ou dans des collectivités territoriales. Alors si vous voulez bien, nous allons commencer par Catherine Tarmot, donc si vous voulez bien vous présenter et présenter votre entreprise, et puis après avoir présenté Michel Val, on expliquera un petit peu le dispositif ensemble, les dispositifs littéraires en entreprise. Bonjour, déjà moi je suis une ancienne de cette université, donc j'ai été diplômée en 2003, il n'y a pas si longtemps que ça, à l'UFR d'anglais. Avant j'avais fait aussi des études de lettres ici, donc je connais bien. Dans mon entreprise, je me sers un petit peu de mes compétences quand même. On fait de la traduction et de la formation en langue. Également, tout ce qui est interprétariat au niveau des entreprises, lors des salons, ce genre de choses. Donc, après, moi, c'est vrai qu'à la fac, j'ai appris ce genre de choses, mais je n'ai pas du tout appris tout ce qu'on doit faire en tant que chef d'entreprise, au niveau de la gestion, au niveau de la fiscalité, au niveau de l'encadrement en général. Je l'ai appris en partant à l'étranger, en travaillant à l'étranger dans une entreprise, Paul, à Londres. On va parler de littéraire en entreprise. Oui, alors c'est vrai, on peut en dire tout de suite, voilà, un mot et après on réexpliquera, mais effectivement, littéraire en entreprise, c'est un dispositif auquel vous avez contribué très, très tôt, et vous êtes un des partenaires au travers du club d'entreprise de Mérignac, dont Michel Val aussi pourra dire quelques mots. Donc, ça a commencé en 2010, c'est ça? Donc, la première année, quand on m'a contacté pour littéraire en entreprise, j'ai signé parce que moi, quand j'étais à la fac, c'est vrai que ça nous manquait un petit peu. Donc j'ai commencé, j'ai essuyé un peu les plâtres, c'est vrai. J'ai une étudiante auquel il manquait beaucoup de choses, mais bon, ça s'est bien passé, elle était motivée. Et la deuxième année, j'ai tutoré une étudiante, Juline, qui devait être là ce matin, et j'ai également eu une étudiante en stage chez moi, Martine Rivière,
qui, elle, n'a pas du tout travaillé sur quelque chose qu'elle connaissait, puisqu'elle s'est occupée de l'organisation d'un salon au sein du club, dont l'université est partenaire. Donc, voilà, je pense que ça... comme je fais partie du club des entreprises de Mérignac, dont je suis administratrice, c'est vrai que j'ai essayé de faire participer l'université, de les faire profiter de mon réseau et de demander aux entreprises membres du club d'accepter des stagiaires, aussi de faire un petit peu la promotion en expliquant que c'est pas parce qu'on est de Bordeaux 3 que forcément on était mauvais, on n'était pas motivé, que forcément on n'était pas peace and love et qu'on savait quand même malgré tout respecter des horaires, parce que c'est vrai qu'on ne part pas forcément d'un a priori positif quand on vient de Bordeaux 3. Excusez-moi. C'est vrai que souvent les gens en voyant Bordeaux 3 se disent ils ne sauront rien faire, ils ont des compétences beaucoup trop théoriques, alors que c'est pas vrai, ou en tout cas vous avez des compétences théoriques qui peuvent servir. Donc voilà, je pense qu'après... Oui. On va réexpliquer dans un instant le dispositif. Voilà. Et puis il y aura peut-être des questions. Merci. Si vous voulez bien, Michel Val, ça fait un peu la transition, puisque vous-même avez été impliqué dans le dispositif littéraire en entreprise. Alors du coup, j'en dis quelques mots tout de suite pour être un peu plus explicite. En fait, le dispositif consistait... Alors, ça a été impulsé par la Fondation Université de Bordeaux, qui est partenaire depuis le début, mais plus que partenaire. C'est elle qui a donné l'impulsion au départ, avec Rodolphe Gouin qui nous a amené cette idée, qui est en particulier organisée autour du principe du tutorat, c'est-à-dire que chaque étudiant qui est engagé dans le dispositif est à la fois accompagné par le POSIP dans sa préparation, notamment le travail sur le CV, la lettre de motivation, l'entretien, mais aussi accompagné tout au long du dispositif par un tuteur. Donc vous l'avez été vous-même, vous avez été tutrice mais aussi hôte de stage. Michel Val a été tuteur. Un tuteur qui est un professionnel engagé, inséré, qui est dans l'entreprise et qui fait bénéficier l'étudiant de ses contacts, de ses compétences, de sa capacité à créer du lien, et l'accompagner dans cette démarche qui, pour beaucoup de ces étudiants, est un petit peu délicate parce que le dispositif, jusqu'à présent, ciblait des étudiants en licence de filières, on va dire, littéraires, dans des filières, justement, où les étudiants, traditionnellement, si j'ose dire, faisaient très peu de stages. Alors, Michel Val, justement. Oui. Alors, très rapidement, j'ai créé il y a peu de temps, 1 an et demi, une petite entreprise donc, qui est jeune et pour le moment petite, d'ingénierie. Donc, bureau d'études qui fait aussi bien de la prestation directement chez nos clients que du conseil en assistance maîtrise d'ouvrage, de la conduite de projet en maîtrise d'œuvre et puis également, très récemment, un projet de développement de produits que j'ai récupéré dans la pépinière de Bordeaux Techno-Ouest, avec un objectif industriel. J'insiste souvent là-dessus parce qu'un projet de R&D, alors là il s'agit de R&D au sens technique et technologique du terme, mais pour moi la R&D couvre des champs bien plus larges. S'il n'y a pas au bout un projet industriel ou entrepreneurial, plus largement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça rejoint un petit peu l'esprit de littéraire en entreprise. Pour ma part, c'est une question de conviction personnelle. J'ai une formation scientifique, une expérience professionnelle longue, industrielle, recherche, direction d'entreprise. Et pourtant, il y a toujours une frustration, c'est de constater que les personnels que nous recrutons dans les entreprises, dans les centres de recherche, dans les centres techniques, sont tous plus ou moins du même profil et rentrent tous dans la même boîte. L'intérêt d'essayer de casser cette boîte, et puis au moins de l'agrandir, c'est justement d'aller chercher des cultures différentes, des connaissances, des compétences, des savoir-faire et des savoir-être aussi différents, puisque malgré tout ce qu'on peut entendre, le premier et le seul vrai capital d'une entreprise, ce sont est constitué par ses salariés. Plus ce capital est diversifié, plus l'entreprise elle-même est riche. Donc, tout ça pour dire que des littéraires en entreprise, y compris en entreprise industrielle, c'est une des clés de la sauvegarde de l'industrie, au sens très large du terme, et pas seulement en France, bien sûr. Pourquoi ? Parce que
un Jean-Baptiste que j'ai tutoré effectivement, un garçon en L2, donc 20 ans, relativement jeune, hein, il a l'âge de mon troisième. Je sais ce que c'est qu'un garçon de 20 ans qui n'a jamais fait un stage ni mis un pied dans une entreprise. C'est compliqué et il y a tout à faire. Il faut effectivement l'accompagner intellectuellement, physiquement, le forcer aussi un peu pour aboutir à un résultat qui est, il a fait un stage en entreprise chez Actéon, il a fait de la traduction d'informations techniques sur le site web de l'entreprise, pour le compte du site web. Il a fait son rapport de stage, il est allé jusqu'au bout, il a réussi à obtenir ce qu'il voulait et il est maintenant en master au Pays de Galles, en traduction. C'est une forme de réussite. Ce que j'espère, c'est qu'au-delà de son objectif d'origine, qui est de faire de la traduction, alors ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut être capable de leur expliquer grâce au POSIP et aux documents que j'ai pu lui montrer, c'est-à-dire lui montrer, voilà, c'est quoi le métier de traducteur, combien ça gagne un traducteur, c'est au mot, à la ligne, à la page, et donc combien de pages il faut traduire par jour pour gagner de l'argent. Parce qu'il faut être très concret aussi sur ces aspects-là et ouvrir au-delà de ce qu'il croyait savoir de la traduction. Il n'y a pas que du freelance, il y a aussi des besoins et il l'a vu en entreprise directement et c'est tout l'intérêt de ce stage. Très bien. On reviendra justement sur ces différentes notions. Alors, Bruno Conrad, vous êtes donc dans une entreprise d'insertion, vous nous l'expliquez, mais ce qui est intéressant peut-être aussi, c'est de faire tout de suite le lien avec cette idée de gens qui ne sont pas tous issus du même moule, hein, parce que je crois que c'est un peu aussi là-dessus que vous travaillez, ce que vient d'évoquer Michel Val, mais sous un angle différent. Bien, bonjour à tout le monde. Je suis assez d'accord à ce qui vient d'être dit par mon prédécesseur sur l'industrie. Je relève que dans votre tableau, une des parts les plus basses, c'est les étudiants qui se reclassent dans l'industrie, ce qui est assez dommage. Bon, peut-être que c'est Bordeaux 3, mais quand même. Et puis je relève aussi une autre idée qui a été émise tout à l'heure. Une personne qui est en recherche d'emploi, si elle ne trouve pas un emploi dans l'année qui vient, aura de grosses difficultés à trouver un emploi par la suite. On est préparé à un emploi et on se lasse facilement. Et donc, tout cela pour présenter mon entreprise qui est dans le monde de l'industrie et qui en même temps va essayer de relancer des personnes qui sont en difficulté, en recherche d'emploi. Voilà. Alors, entreprise en vie, vous connaissez à peu près tous, vous en avez entendu parler, entreprise nouvelle vers l'insertion par l'économie. 3 objectifs. Un objectif économique, hein, que je n'ai pas le temps de détailler. Un objectif social, l'insertion, et en même temps permettre à des gens de faibles moyens de pouvoir acquérir du matériel électroménager d'occasion. Et aussi un objectif écologique. 2 types d'entreprises en vie. La première que vous connaissez à Pessac, qui est une ERG, donc qui produit de l'électroménager garanti d'occasion. Et une deuxième entreprise qui est beaucoup plus importante que vous ne connaissez pas, c'est le recyclage, la collecte et le recyclage de tout ce qui est produit électrique et électronique. Donc tout ce qui est télévision, électroménager, petit électroménager, voilà, j'en passe. Alors cette entreprise est installée à Bassins avec une partie à Villeneuve-d'Ornon. Bon, actuellement, donc, nous on détruit, comme je disais tout à l'heure, 800 frigidaires par jour et 900 télés par jour. Voilà, pour les chiffres. Le personnel qui est chez nous, de 2 types, du personnel en insertion, qui reste 2 ans au maximum dans l'entreprise et qui, au bout de ces 2 ans, doit trouver un emploi. C'est ce qu'on nous impose au niveau de l'État. En contrepartie, l'État participe au financement de ce personnel à hauteur de 40%. Et puis un personnel d'encadrement qui, lui, est là pour favoriser la formation et le développement, comme on pourrait dire, de tout ce personnel qui est en insertion.
Je voudrais aussi rebondir sur un autre point, c'est-à-dire que nous, on ne va pas chercher des diplômés. Hein. Nous, on cherche des gens qui ont un projet. C'est ceux-là qui vont réussir. Hein. Ce n'est pas ceux qui ont des diplômes. Voilà pour Merci. Effectivement, la question du projet est très importante. On va y revenir. Alors justement, ça peut faire un peu le lien avec Audrey, puisque donc vous allez nous expliquer ce qui vous a conduit à ce choix qui est peut-être un peu atypique dans cette formation. Alors je précise, il faut soutenir Audrey, la pauvre. Le problème, c'est que je suis le responsable de son master, donc j'espère que vous n'êtes pas trop tendu. Mais de dire, en fait, comme je disais tout à l'heure, bon, c'est un master qui prépare a priori au métier, sinon directement dans la fonction publique territoriale, en tout cas dans des structures parapubliques. Et c'est vrai que nous avons régulièrement, et nous l'encourageons, des étudiants qui cherchent des expériences un petit peu différentes. Hein. J'aime à citer régulièrement le fait qu'un de nos anciens diplômés a une agence organisatrice de safari en Namibie. Bon, c'est un peu atypique par rapport à ce master, mais au fond, pourquoi pas. Alors, Audrey, expliquez-nous un petit peu votre parcours. Et ce qui vous a conduit à tenter cette expérience de stage dans une entreprise touristique que vous allez nous présenter en quelques mots? Bonjour à tous. Donc moi, pour mon parcours, j'ai fait tout d'abord un BTS de tourisme. Ensuite, afin d'intégrer le master dont M. Escadafal est le responsable, j'ai fait une licence d'urbanisme à Bordeaux 3. Et donc l'an dernier, le master 1, et cette année, je suis en master 2, qui s'intitule Aménagement et gestion des sites et territoires touristiques. Et donc finalement, voilà, j'ai fait un stage en entreprise, au lieu de faire un stage en collectivité territoriale, par exemple. Parce que notre master prépare dans quasiment tous les cas à des postes où on aura des responsabilités, que ce soit directeur d'office du tourisme, directeur de station touristique, chef de cellule, etc. Et finalement, en cherchant des stages, je me suis rendu compte dans les annonces que les annonces postées par des entreprises proposaient des postes avec vraiment des vrais métiers, entre guillemets, des vraies responsabilités et pas seulement des missions comme c'est souvent le cas dans le secteur public ou les collectivités territoriales. Et je me suis dit que finalement, même si j'étais destinée à travailler en collectivité, eh ben, c'était quand même une expérience qui allait me permettre de connaître la direction, les responsabilités, le management d'équipe. Et donc je me suis dit pourquoi pas, et voilà, j'ai fait mon stage dans une entreprise d'hôtellerie de plein air qui s'appelle Proméo. Donc c'est un peu le leader sur le secteur, on va dire. Et en fait, donc j'étais en stage en direction dans un camping 3 étoiles dans les Landes. Merci Audrey. Alors, si on revient un petit peu à la question du stage et du pourquoi du stage, alors on va repartir de cette histoire de littéraire en entreprise, hein, de cette expérience. Et déjà, la question qui peut se poser, c'est finalement, vous en particulier, qui avez aussi été hôte de stage, hein, vous avez été tutrice, mais vous avez été hôte de stage pour littéraire en entreprise. Vous l'avez déjà évoqué un petit peu, mais revenons à cette question. D'après vous, qu'est-ce que ça a apporté à l'étudiant? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et est-ce qu'on peut aussi dire, ce qui est peut-être un peu moins vrai dans votre cas, puisqu'en plus vous êtes une ancienne de Bordeaux 3, mais est-ce que ce dispositif n'a pas aussi été un moyen pour le monde de l'entreprise de découvrir un peu mieux l'université que parfois elles connaissent peu, en tout cas l'université de Bordeaux 3? Alors, pour répondre à votre dernière question, moi, dans mon cas, bon, c'est vrai que je savais à quoi m'attendre, notamment la première année où c'est vrai que la stagiaire était vraiment, ne savait pas rien du tout sur le monde de l'entreprise. Donc, la première année, je savais à quoi m'attendre. Je savais qu'elle était là mois de juillet, d'août. Je savais que le mois de juillet serait vraiment destiné à de la formation. Par contre, pour en avoir parlé avec d'autres personnes qui faisaient partie du club des entreprises et qui ont accueilli des stagiaires de Bordeaux 3, c'est vrai qu'il y a eu de très bonnes surprises, notamment au niveau d'agences de communication, dont je connais le responsable, une agence de communication qui s'appelle Atypicom, qui fait du référencement et des sites internet. Le stagiaire qui est passé chez eux a par la suite trouvé un emploi. Pas dans l'entreprise même, mais il a été recommandé, il a été embauché dans une autre entreprise. Alors, par rapport aux stagiaires, moi, j'ai eu les deux extrêmes. C'est-à-dire, la première année,
une stagiaire qui était vraiment... Il lui restait tout à découvrir sur le monde de l'entreprise. La deuxième année, une stagiaire qui avait déjà travaillé, qui rentrait de l'étranger, puisqu'elle était en licence de japonais. Et c'est vrai qu'elle a été opérationnelle tout de suite. C'est-à-dire que bon, il a fallu qu'elle soit très réactive très vite. Elle s'est retrouvée au téléphone à devoir appeler pour le salon. Elle est venue avec moi pour visiter les locaux. Elle a fait beaucoup de choses qui ne faisaient pas du tout partie de son cursus. Donc elle a été vraiment... Moi, j'ai été très surprise et vraiment agréablement surprise. Au niveau de son relationnel, au niveau des choses qu'elle savait faire, au niveau de l'utilisation des outils informatiques, parce que je lui ai donné des outils informatiques qu'elle ne connaissait pas forcément. Et elle a tout appris très vite. Je lui ai donné de la documentation. Elle a pris ça le lundi. Le mardi, elle l'avait assimilé. Elle a travaillé chez elle. Elle était très motivée et ça a été vraiment très agréable de travailler avec elle. Lors du salon à proprement parler, puisqu'elle est restée sur le salon toute la soirée, tous les gens étaient très contents de la voir. Elle s'est occupée de toute l'entrée, de gérer toutes les inscriptions, de gérer les mailings par la suite, donc des choses qu'on n'apprend pas du tout à l'université. Et ça s'est très très bien passé. Merci. Alors, Michel Val, est-ce que c'est aussi un constat que vous faites en partie? Il y a cet effet de... on parlait de découverte de l'entreprise, de découverte de l'université par l'entreprise, peut-être même de découverte de l'étudiant par lui-même. C'est-à-dire que le constat, à différents niveaux, de certaines compétences ou de certains manques de compétences, il faut préciser qu'il s'agissait d'étudiants en licence, hein, et même pour une grande part, l'année qui vient de s'écouler, de deuxième année de licence. Donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils aient déjà des hauts niveaux de compétences professionnelles, mais en même temps, ils en ont. Alors comment avez-vous abordé ça, vous qui avez été donc tuteur d'étudiants? Alors, je pense qu'il ne faut surtout pas faire de complexe, quel que soit le niveau. Moi, j'ai souvenir d'avoir été, comme tout le monde, étudiant, enfin comme tout le monde, comme ceux de Bordeaux 3, étudiants dans une école d'ingénieurs, d'avoir fait un stage ouvrier, puis 2 stages longs, d'avoir été totalement éberlué, de voir ce qui se passait pendant mes stages, et puis d'avoir eu un premier emploi, et puis un deuxième, etc. Et donc en réalité d'apprendre le métier d'ingénieur en travaillant. La formation, c'est pas, même sur les formations d'ingénieurs, il ne faut pas se voiler la face, on n'apprend pas le métier d'ingénieur. On acquiert des compétences, des savoir-faire, des savoir-être quand on a aussi des UV en humanité, ce qui est rare malheureusement. Et progressivement, on se construit son propre profil de professionnel. Donc quand il se trouve par ailleurs que je suis papa d'enfants qui sont grands maintenant, donc j'ai vu ce que c'était, comme je disais tout à l'heure, qu'un étudiant de 20 ans qui est aujourd'hui en 3e année d'école d'ingénieur, je sais à quoi ça ressemble, et quand j'ai vu Jean-Baptiste, je n'étais pas étonné, voilà, tout simplement. Jean-Baptiste Autier est un étudiant qui était en licence 2 d'anglais, et c'est un étudiant. Je veux dire, il faut faire disparaître ces notions de complexe, de formation littéraire, scientifique, et tout ce qu'on veut ça. C'est complètement à côté de la plaque parce que c'est totalement dépassé. On doit s'adresser à des individus, voilà, qui suivent des cursus, qui ont ou qui n'ont pas d'ambition professionnelle ou de projet professionnel affirmé, parce que tout existe. Hein. On a des gens qui, dès l'âge de 5 ans, savent ce qu'ils veulent faire, et d'autres qui, à 25, ne savent toujours pas. Donc, c'est la vie, quoi. C'est la diversité, justement. Et les accompagner à travers le tutorat, entre autres, des stages encore mieux, mais le tutorat permet aussi de leur ouvrir les yeux, leur faire lever la tête, en fait. Faire lever la tête, regarder au-dessus des nuages, et puis constater qu'il existe beaucoup de choses, beaucoup de choix possibles. Après, effectivement, on apporte des petits outils, des petits savoir-faire, des petits comportements, des petites choses, comment on rédige une lettre, quels termes on emploie, comment on fait pour ne jamais utiliser de termes négatifs ou de phraséologie négative dans
dans une candidature, comment on présente un CV, à quoi il va servir, pour qui. Donc il y a un CV par entreprise, en tout cas par cible. Et pourquoi faire, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif. Je crois que il se trouve que Catherine a aussi pas mal d'expérience professionnelle, même si elle est très jeune. Moi, j'ai beaucoup plus d'années d'expérience, mais c'est ça qu'on transmet, tout simplement. C'est dire, voilà, je ne vais pas te transférer mes 31 ou 32 ans d'expérience professionnelle, mais je vais au moins t'apporter des petits trucs, des petits outils que j'ai effectivement soit appris dans la formation initiale, soit appris ou découvert au fil du temps, et des petites mécaniques, des petits engrenages qui vont t'aider à progresser dans ta démarche de recherche de stage, tout simplement. Et puis dans l'exécution du stage lui-même, des consignes. Ça, c'est important. On arrive à l'heure, on fait son job, on respecte des choses précises. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes. Voilà. Il y a des espaces de liberté, mais il y a aussi des contraintes dans un monde professionnel, quel qu'il soit. Et puis à partir de là, il y a la personnalité de l'étudiant qui se découvre capable ou pas, d'ailleurs, de faire lui-même, qui appelle au secours, éventuellement. Et puis quand il appelle au secours, on lui répond, évidemment. Et progressivement, on arrive à un résultat. Le résultat, c'est que c'est un étudiant qui a un certain niveau de naïveté. Il est jeune, il est un peu naïf de par sa personnalité. Hein. C'est pas uniquement son âge, c'est sa personne. Un peu de naïveté, et puis qui découvre qu'effectivement, en organisant bien les choses, malgré son handicap, parce que c'est un garçon qui a un handicap, en organisant bien les choses, on l'amène à l'arrêt de bus au bon endroit, il a sa ligne de bus, il arrive à l'heure dans l'entreprise, et puis finalement, il est pris en charge, il fait son job, et il va au bout du stage, et ça marche. Donc il a découvert, totalement, découvert, non seulement l'activité dans une entreprise, mais tout ce qui va avec. Il faut se déplacer pour aller dans l'entreprise. Il y a toute une logistique, il y a tout un accompagnement, il y a tout un environnement pour aboutir. Comme je disais tout à l'heure, ça a marché. Il est parti là où il voulait, en master au Pays de Galles. Bravo. Juste, oui, je vous en prie, bien sûr. Parce que, en fait, moi, Jean-Baptiste m'avait contacté au départ pour travailler chez moi et faire un stage chez moi. Et je me suis rendu compte d'une chose dont je ne m'étais pas aperçue. C'est vrai qu'à Bordeaux 3, peut-être, ce qui nous manque, c'est de la lucidité. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que disait Michel, c'est vrai. Jean-Baptiste est arrivé et il n'était pas conscient d'une chose, c'est qu'en traduction, c'est vrai que surtout en étant débutant, on est payé 10 centimes d'euros le mot. Et encore, je suis gentille parce que ce n'est pas toujours le cas. Surtout, il y a des délais. Quand je lui ai demandé de me traduire quelque chose pour le samedi ou le vendredi, je l'ai eu le dimanche. Et encore, c'est parce qu'il a fallu que j'insiste. Donc, moi, j'ai des clients et je ne peux pas, quand on me dit un travail rémunéré pour tel jour, je ne peux pas leur dire, en leur demandant de me payer, écoutez, oui, moi je vous avais dit pour vendredi, mais finalement, vous l'aurez pour lundi et encore, si le traducteur veut bien le faire. Donc il était très motivé, ça c'est vrai, malgré son handicap, parce que moi, mes bureaux sont au premier étage, il m'a dit qu'il y arriverait, qu'il pourrait monter, effectivement, mais c'est vrai que ça nous manque un petit peu à Bordeaux 3 parfois. Cet aspect à la fois, j'ai des compétences, mais ça ne va pas forcément rapporter beaucoup d'argent au départ. Et surtout, j'ai des compétences très techniques, mais surtout ce qui est important, c'est on a des délais à respecter quand on est dans le monde de l'entreprise. Alors, oui, alors cette question effectivement de lucidité, c'est une chose sur laquelle nous travaillons déjà, les responsables pédagogiques, notamment des formations dites professionnelles. On travaille beaucoup sur ces questions. Il y a des différentes modalités. Je parlais des stages, mais c'est vrai qu'au travers notamment de
de l'UE projet professionnel, on essaie de faire en sorte que les étudiants aient un contact avec une certaine réalité. Hein. Donc la lucidité, on va dire, c'est une qualité personnelle qui s'acquiert plus ou moins rapidement, mais c'est vrai que cette confrontation à la réalité est souvent une des premières étapes de cette acquisition de lucidité. Alors je voudrais revenir sur la question du projet, et notamment en passant la parole à M. Conrad, parce que on l'a évoqué, et finalement, vous le disiez vous-même, Michel Val, finalement, les étudiants n'ont pas toujours très clairement un projet, et nous-mêmes, quand nous les accompagnons, et notamment les chargés d'orientation et d'insertion, et en particulier quand on fait l'accueil des primo-entrants en licence, des premières années, souvent on leur dit, bon, est-ce que vous avez déjà un peu une idée, un projet? Si vous n'en avez pas encore, ça n'est pas grave, au contraire. Parce que le but n'est pas de les... Comme dit Michel Blanc de l'APEC, non à la dictature du projet. C'est-à-dire il ne s'agit pas d'obliger à chaque étudiant à dire j'ai un projet, voilà quel il est. Notre travail à l'université, et ce que fait le POSIP, c'est de les accompagner en termes de méthode, de leur donner des outils, des techniques, des moyens de travailler par eux-mêmes sur le projet. Alors cette question du projet, de la difficulté parfois à se mettre, ou comme vous le disiez, Monsieur Conrad, quand on est un peu loin déjà depuis un moment de l'emploi, parce qu'on n'arrive pas à y accéder, de se remettre dans le bain. Je rappelle au passage que Bordeaux 3 a signé hier un partenariat avec une association qui s'appelle Nos Quartiers ont des talents, j'y reviens pas en détail, mais qui est effectivement sur cette idée d'accompagner des jeunes diplômés dans leur approche de l'emploi. Et les jeunes diplômés, hélas, il y en a un certain nombre, même si on a plus de 80% de taux d'insertion, on a quand même quelques diplômés qui ont du mal à trouver du travail. Alors, vous, Monsieur Conrad, vous êtes un peu sur cette question-là, de dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comment on fait pour des personnes qui sont en difficulté d'accès à l'emploi, comment les accompagner, comment les amener même à reprendre aussi confiance. Oui, je vais encore être d'accord avec mon collègue. Et je vais donc encore renforcer des portes, bien sûr. Alors le monde de l'entreprise fait peur, c'est clair. Surtout quand on vient d'un monde littéraire, on a peur. On dit qu'on ne va pas y arriver. Et pourtant, chacun a sa place, ça c'est clair. D'abord parce que les étudiants, et même les autres, vont travailler leur relationnel. Et puis ils vont se mettre il va y avoir une mise en condition du travail, et puis il y a, comme a dit Michel, le savoir-faire, le savoir-être. C'est toutes ces problématiques que l'on va travailler avec les gens que l'on va recruter chez nous. Je n'ai pas donné le nombre, mais au total, on est plus de 60 personnes en insertion, et on a actuellement un taux de réussite de 60%. Ce sont des personnes qui vont donc rester 2 ans dans l'entreprise, et au bout de 2 ans, vont trouver un emploi. Dans le monde actuel, ce n'est pas gagné. D'autant plus que l'on va prendre des gens qui sont d'un niveau extrêmement faible et qui sont loin de l'emploi depuis longtemps. Pour réussir, on s'est rendu compte rapidement qu'on ne pouvait pas recruter le chômeur du coin qui est depuis 2 ans sans emploi, s'il arrive sans aucun projet, uniquement avec l'idée de travailler et de gagner de l'argent, ça ne suffira pas. Il faut absolument qu'on va travailler avec lui un projet, c'est-à-dire qu'il va rester 2 ans avec nous et on va lui mettre des contraintes, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les mois vont passer, on va lui mettre des objectifs et il faut qu'il y arrive. Voilà un petit peu la démarche qui nous permet d'arriver à ce taux de 60%. Alors les étudiants dans cette place-là, on en accueille beaucoup en stage pour tout un tas d'opérations, travail sur des projets, des études, l'ICPE, les normes ISO que l'on est en train d'acquérir. Dans la technique aussi, on fait des études de chimie, des études de logistique aussi. Et puis aussi dans le social, parce qu'il y a un très très gros volet dans le social. Tout à l'heure, monsieur a parlé de naïveté. Moi, j'aime pas trop le mot naïveté, parce que quand on est jeune, mais en même temps, on va travailler à ce que ces gens-là soient structurés. Merci. Audrey, vous êtes étudiante, vous avez des amis étudiants, vous discutez entre vous. Comment percevez-vous cette question du projet, voire de la tension sur
comment trouver un emploi. Enfin, quelle est votre expérience personnelle, votre rapport à ça, mais aussi de ce que vous connaissez des autres étudiants avec qui vous discutez. Donc nous, cette année, on a un cours qui s'appelle Préparation à l'insertion professionnelle. Et finalement, on s'est rendu compte pas plus tard que jeudi dernier que dans la promo, donc on est 19, il y avait 2 personnes qui avaient un projet. Voilà, un projet précis, qui savent ce qu'elles veulent faire de leur vie. Et finalement, nous, on est là parce qu'on sait qu'on veut travailler dans le secteur plutôt du tourisme. Après, on sait si on veut plutôt être chargé de mission ou dans le directeur, etc. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'on fera après le diplôme. On sait ce qu'on ne veut pas faire, généralement, mais c'est encore assez flou. Sur l'idée de ce qu'on ne veut pas faire, c'est amusant que vous souligniez ça, parce qu'il se trouve que hier, dans une table ronde, témoignait une ancienne du master à Gest, et qui elle-même disait, Yasmine Grafenstein disait, c'est important aussi de repérer au fur et à mesure ce qu'on ne veut pas faire. Et c'est vrai que parfois la question du projet, elle est un petit peu ambiguë parce qu'on aurait tendance, et nous essayons de sortir de ce piège à l'université, c'est l'idée, pour ne pas dire l'illusion, des métiers, c'est-à-dire la définition de métier. On devrait avoir des définitions très précises, les étudiants devraient choisir un métier. On en est à se demander si bientôt on ne demandera pas aux gosses de choisir un métier dès la maternelle. Et c'est vrai que cette dictature du projet identifié comme métier cible, c'est un petit peu délicat. Alors ce qui est intéressant, ce que vous dites finalement, bon déjà, vous avez un peu une idée de ce que vous voulez pas faire. Est-ce que vous commencez à repérer à la fois des choses que vous aimeriez faire, des structures, des métiers vers lesquels vous avez envie de vous diriger, et finalement, est-ce que vous êtes encore, ce qui est peut-être une bonne idée aussi, ça a été évoqué hier, dans une espèce de disposition, en gros, de saisir des opportunités sans avoir un plan de carrière tout tracé? Ce qui est bien dans notre master, vu que c'est un master pro, c'est que l'enseignement est majoritairement réalisé par des professionnels. Donc ça nous permet en même temps de découvrir des métiers auxquels on n'aurait pas forcément pensé, et surtout de nous montrer finalement la réalité de la vie professionnelle aujourd'hui, les secteurs qui sont en développement, les secteurs qu'il faut oublier, entre guillemets. Donc ça nous aide, mine de rien, à affiner notre projet. Oui. Et alors j'aimerais bien qu'on revienne, et après on va quand même passer un petit peu la parole aux participants qui sont là, mais j'aimerais bien avoir votre avis sur cette question justement, métier, compétences, comment vous voyez ça? Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, mais finalement, est-ce qu'on n'attend pas trop, soit de l'université, soit des étudiants, dans une espèce de déterminisme où ils devraient choisir, comme je disais, avoir un plan de carrière tout tracé et s'y fixer, alors que peut-être leur donner des outils, un état d'esprit certainement d'adaptabilité. C'est souvent d'ailleurs une compétence, une qualité qu'on reconnaît aux étudiants, notamment de Bordeaux 3, de filière littéraire, c'est une certaine adaptabilité. Alors qu'est-ce que... Je vais juste faire une toute petite illustration pour avoir fait aussi dans ma vie professionnelle du recrutement, parce que j'ai fait plusieurs choses différentes. Il y a une petite chose toute simple. Une personne qui a sur son CV un parcours diversifié, voire parfois compliqué, parce que la vie fait que voilà, on change d'entreprise, d'activité, de secteur. On a très souvent dans des entreprises, en tout cas de la part de patrons d'entreprise, des réactions du type « Ouh là là, c'est quelqu'un d'instable ». Bon, très bien. Et puis on a aussi des gens, des CV de personnes qui ont passé 25 ans dans une entreprise. Et pourquoi pas? Et là, la réaction, c'est « Ouh là là, manque d'ambition ». Très bien. Alors une fois qu'on a dit tout ça, il n'y a aucune vérité. Il y a des individus, il y a des capacités, il y a aussi des opportunités. Et c'est bien, quand on parle, je reviens sur littéraire en entreprise et de manière générale étudiant en entreprise, pour étendre la démarche, pourquoi pas, à l'ensemble des universités un jour. C'est
tout d'abord arriver à comprendre, savoir et découvrir ce qu'est, alors à un moment donné, bien sûr, le profil des activités professionnelles. À un moment donné, vous allez avoir des métiers qui ont le vent en poupe, mais 5 ans après, ça ne sera plus tout à fait le même métier. Alors, je ne dis pas qu'ils vont disparaître, quoique, bon, certains, effectivement, disparaissent. Mais il y a des évolutions. Et vous disiez bien, le plan de carrière, ça n'existe plus. Ou en tout cas, c'est contre-performant. Au sens où avoir un plan de carrière et vouloir s'y conformer, pas de chance, 10 ans après, les métiers, ils n'existent plus, ils ont tellement changé que de toute façon, ça ne marchera pas. Donc, n'imaginons pas demander à des étudiants, quel que soit le niveau, encore une fois, hein, d'avoir un plan de carrière. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucune utilité. La seule chose vraiment intéressante, c'est que savez-vous faire, quelles sont vos envies, et en face, qu'est-ce qui existe. Donc, il faut faire ce lien entre les capacités, les envies, les savoir-faire, les savoir-être, et le monde du travail, tout simplement. Voilà. Catherine Tarmot, petit mot aussi sur ce thème. Moi, je pense même avant l'université. Maintenant, on demande quasiment en 3e aux enfants parce que de savoir ce qu'ils veulent faire. Il faut qu'ils s'orientent, il faut qu'ils choisissent. Et en 3e, ils ne savent même pas ce qu'ils sont, qui ils sont, et on leur demande de planifier leur vie. Donc ça finit en général, on se bat avec papa-maman parce que maman veut qu'on devienne avocat et papa veut qu'on devienne médecin. Et, je caricature à peine, mais c'est vrai que je vois ça tous les jours. Et en fait, l'enfant ne sait même pas ce qu'il veut. On voit au niveau des stages de découverte de l'entreprise en 3e déjà ce que ça donne. Alors les étudiants à 18 ans, c'est compliqué, effectivement. Donc je pense qu'effectivement, le savoir-être, ça commence déjà par là. Alors, un moyen de commencer à donner un peu la parole aux participants, un petit mot sur littéraire en entreprise et son évolution, mais pour ça, je vais demander à Sarah Pousquet, qui est chef de projet sur littéraire en entreprise et qui n'attendait que ça, qui adore prendre la parole en public. Alors Sarah, est-ce que tu veux bien, on se tutoie, on ne va pas faire semblant, est-ce que tu veux bien nous donner quelques éclairages sur ce que nous préparons pour, comme l'a dit hier lundi Rodolphe Gouin de la Fondation Université de Bordeaux, quand nous en discussion, on va dire c'est la saison 3, un peu comme pour les séries télé, on aborde la saison 3 de littéraire en entreprise avec une évolution. Sarah. Merci Alain, c'était complètement inattendu. C'est exprès. Alors juste, moi j'avais un petit mot par rapport au manque de lucidité des étudiants de Bordeaux 3. Je ne suis pas vraiment d'accord et je crois qu'il faut généraliser, il ne faut surtout pas généraliser aux étudiants. En revanche, peut-être ce qui peut caractériser certains des étudiants de Bordeaux 3, c'est de ne pas savoir se valoriser et d'être peut-être un petit peu trop pessimiste, au contraire. Donc je crois que l'UEPPE va faire un grand travail là-dessus. Ce qu'on a pu constater sur les 2 premières éditions de littéraire, c'était le public L2, L3 est peut-être justement peu prêt et peu préparé à travailler son projet et en stage en entreprise. L'idée justement, c'est de progressivement le PPE va remédier à ça. Donc pour cette année, puisque c'est un vaste chantier qui commence du L1 et qui va jusqu'au L3 et qu'on tente effectivement de maintenir aussi un accompagnement auprès des équipes pédagogiques en master. L'idée, c'est que cette année, les littéraires pourraient justement s'adresser plutôt à un public de master 1 et 2, on n'a pas dissocié, et plutôt des masters pas pro, justement, parce qu'ils ont une vision, comme disait la jeune fille tout à l'heure, des intervenants pros, des idées plus claires, des stages obligatoires. L'idée des littéraires cette année, ce serait du volontariat toujours. On va se rapprocher de certaines équipes pédagogiques. On est en train d'identifier avec Alain justement les filières sans stage, où ce serait nécessaire et où ce serait un début de travail justement sur que vont devenir les PPE au niveau des masters, pour pouvoir travailler avec eux, les accompagner. On a une bonne équipe de tuteurs, grâce en particulier à Catherine et à Michel. On a donc des lieux de stage aussi qui peuvent être déjà pré-identifiés.
À nous, maintenant, je pense qu'on va travailler ça en tout début de deuxième semestre pour savoir quel type d'accompagnement, nous, au POSIP, on va proposer. Mais ce sera, voilà, le gros du travail a été fait avec les 2 premières éditions. Donc je pense qu'on est presque prêt. Merci. Sarah, je voudrais juste rebondir sur un tout petit point à propos de la lucidité. Alors, effectivement, je suis en partie d'accord avec toi, mais on n'a pas parlé de la lucidité et de l'implication des enseignants. Et j'aimerais bien qu'on l'aborde parce que c'est un peu facile aussi de dire que les étudiants ne sont pas motivés, ne sont pas volontaires, etc. Si leurs enseignants ne sont pas motivés eux-mêmes, ça ne marchera peut-être pas jamais, mais en tout cas, ça aura du mal à démarrer vraiment. Alors, ça, c'est vrai que sur cette question-là, après, on va passer la parole aux participants. Sur cette question de la motivation des enseignants, là, je vous rejoins tout à fait, parce que c'est un travail de fond que nous menons, et j'aime, pour la boutade, hein, je vais citer une fois de plus un de mes philosophes favoris, à savoir Pierre Dac, hein, qui a dit « parti de rien pour arriver à pas grand-chose », etc. Bon, c'est de dire, effectivement, on part de loin. Et là, c'est un peu comme ce qu'a dit Sarah sur les étudiants. On ne peut pas non plus généraliser, parce qu'il y a des filières où il y a des enseignants professionnels. Nous avons par exemple un dispositif encore méconnu à l'université, ce qu'on appelle les professeurs associés, les PAST, qui sont des professionnels en situation et qui exercent en tant que contractuels des charges d'enseignement. Moi, j'ai la chance d'avoir le pilote pour toute la région du réseau des offices de tourisme, qui est professeur associé dans mon master. Et c'est vrai que ça crée du lien, et Audrey l'a évoqué, c'est vrai que le contact avec les professionnels qui sont enseignants, hein, qui sont des professionnels d'autres métiers, comme il y a des professionnels de l'enseignement parmi nous, eh bien, ça, évidemment, ça donne une dimension complémentaire. Mais je reconnais, hein, alors nous y travaillons à notre modeste mesure, mais je reconnais que, comme on dit, il y a encore du boulot. Alors, je crois qu'il y avait peut-être Serge en particulier qui voulait réagir, mais d'autres après, hein, n'hésitez pas. Voilà, et puis après, Jean-Yves Coquelin. Juste pour préciser, je suis entièrement d'accord. Peut-être parce que aussi ma vision du monde de l'entreprise a changé à partir du moment où effectivement je suis également dans le conseil d'administration d'Envie 2E Aquitaine. Donc automatiquement, on voit ce qu'est le monde de l'entreprise et surtout c'est pas comment dirais-je, une boîte de communication, etc. Là, c'est l'entreprise dure, si je puis dire, puisque c'est du travail à la chaîne. Là, au niveau de l'insertion professionnelle, c'est le véritable travail à la chaîne. Et c'est peut-être un peu ce qui manque au niveau de notre université, c'est-à-dire d'arriver à faire découvrir ce monde de l'entreprise. On a l'impression par moment qu'il y a un certain décalage que peut-être, comment dirais-je, ici, d'une certaine manière, la vie est presque plus facile dans une université, même s'il y a des conflits, etc. Ce n'est pas le même type de conflit. On sait que dans les entreprises, que par exemple, où il y a à la chaîne, etc., il peut y avoir des conflits sociaux, il peut même y avoir des conflits de personnes, et qui, d'ailleurs, entre parenthèses, peuvent être, sans qu'il y ait bien entendu de problèmes physiques, mais plus violents d'une certaine manière, au niveau d'une entreprise. Donc c'est peut-être un peu cet aspect-là qu'il faudrait arriver à faire découvrir, parce que le jeune, que l'étudiant, quand il arrive dans une entreprise, ne soit pas surpris aussi d'un seul coup de se dire « Ah, je ne pensais pas que ça se déroulait comme ça ». Tout à fait. Alors, justement, je crois que Jean-Yves voulait réagir, et je ferai un peu le lien, parce qu'une fois, je pense qu'il s'en souvient, puisqu'il a été VPCVU à Bordeaux 3, et j'avais dit une fois, presque sous forme de boutade, mais peut-être plus sérieusement qu'une simple boutade, qu'il serait peut-être bien d'organiser des stages d'enseignants en entreprise. Et je ne désespère pas de relancer cette idée. Je pense qu'il faut aussi, je vais me permettre de dire ça, parce que moi, même venant du monde de l'entreprise et n'étant finalement universitaire que depuis quelques années, j'allais dire, il faut aussi comprendre que des enseignants-chercheurs qui ont construit leur parcours autour de la notion de recherche, d'enseignement à l'université, qui peuvent être dans des disciplines un peu loin du monde de l'entreprise, hein,
faut aussi être un peu compatissant, si j'ose dire, par rapport à ses collègues, pour qui, c'est vrai, il y a du boulot, mais au départ, comme certains se plaisent à le rappeler, peut-être parfois un peu trop, hein, ils ne sont pas entrés à l'université pour ces raisons-là. Maintenant, la difficulté, et parfois on a d'agréables surprises, hein, je ne citerai pas de nom précis, mais je me souviens d'un collègue qui est un éminent spécialiste de la langue anglaise, qui avait une approche très lucide de la question de l'entreprise, lui-même étant père, c'est souvent ce déclic qui joue, et de dire, bon, il y a tout un travail à faire. Alors Jean-Yves, je crois que tu voulais intervenir, hein, je t'en prie. Oui, merci. Donc Jean-Yves Fauquelin, je suis enseignant-chercheur en études théâtrales et responsable de formation, et effectivement, j'ai assumé des fonctions du côté des études et de l'insertion professionnelle, réagir à ce que vous avez dit, et puis effectivement au dernier échange pour dire que la table ronde s'intitule « À la découverte de l'entreprise », mais au fond, on voudrait aussi, et ce sera l'objet de mon intervention, s'adresser aux responsables, aux dirigeants d'entreprise en disant et quid à la découverte de l'université, c'est ce sur quoi je voudrais intervenir. Mais c'est vrai que, tu l'as souligné Alain, ça fait 25 ans que l'université a bien conscience de ses responsabilités en matière d'insertion professionnelle. Alors, on a fait d'énormes progrès, on en a forcément encore à faire, mais il faut bien mesurer que la plupart des enseignants-chercheurs dans les universités, finalement, connaissent très mal eux-mêmes le monde du travail en dehors de leur cercle professionnel dont ils ne sont parfois jamais sortis depuis qu'ils étaient élèves, puis étudiants, puis enseignants. Et si on disait qu'il y avait 23% de nos étudiants qui travaillent ensuite dans le domaine de l'enseignement, eh bien, de la même manière, on peut dire que pour eux, étudiants, c'est le secteur qu'ils connaissent le mieux, puisque leur scolarité les a amenés à être des observateurs très attentifs du monde de l'enseignement. Et finalement, c'est vrai qu'en dehors de ce cercle de l'éducation, de la formation, eh bien, tout reste à faire, mais encore une fois, d'un côté comme de l'autre. Et ce que j'ai entendu hier et ce que vous avez dit aussi, Catherine, tout à l'heure, c'est quand même que l'université, et sans doute l'université Bordeaux III en particulier, souffre d'un handicap en termes d'image. On a été tous, je pense, frappés par les expressions qui ont été les vôtres. Les étudiants de Bordeaux III, on pense qu'ils ne savent rien faire, qu'ils n'ont pas envie de travailler. Vous avez dit « peace and love ». J'ai entendu hier... mais après tout, on peut aussi recruter des étudiants de Bordeaux III parce qu'on n'a pas besoin que de gens brillants. Hein, j'ai entendu cette expression hier. Bon, je me suis retenu de le relever. Bon. Bon, voilà. Alors, il ne s'agit pas d'être choqué, hein, mais il s'agit effectivement d'avoir conscience de ce déficit d'image qui est très, très préjudiciable et sur lequel, finalement, on a relativement peu de prise. Je ne dis pas qu'on n'en a pas du tout, mais on sait très bien qu'on peut toujours vendre... Hein, une institution, en même temps, c'est le regard de l'autre qui est à faire évoluer et que c'est long, c'est lent, c'est difficile, surtout dans le contexte actuel. Probablement parce que aussi on est face à un système extrêmement pyramidal en termes de formation, où l'université est perçue comme le dernier choix en termes de formation, après les écoles d'ingénieurs, après toutes les écoles techniques. Et ce qu'on a à changer, c'est effectivement le regard qui est porté sur l'université par les entrepreneurs. Alors moi, je suis très heureux, vraiment, enfin, de vous entendre dire que vous avez conscience que dans les modes de recrutement, vous privilégiez parfois trop le moule des profils très stéréotypés et qu'au fond, il y a besoin de diversité. J'ai entendu que chacun avait sa place. Je crois que nous sommes évidemment convaincus les uns les autres ici de tout cela. Mais la question, c'est vraiment de savoir comment faire évoluer le regard qui est porté sur l'université. Évidemment que des opérations comme Littéraire en entreprise amènent des entrepreneurs à porter un regard nouveau, surtout s'il y a de bonnes surprises, comme vous l'avez dit. Mais plus généralement, est-ce que, ma question, c'est vraiment dans le réseau des entreprises que vous connaissez, quelles seraient les manières de faire évoluer
le plus rapidement possible et le plus favorablement possible le regard porté par les entrepreneurs. Alors effectivement, c'est une question intéressante. Ça pourrait être justement la question conclusive, hein. Je m'apprêtais à en poser une, mais finalement, on pourrait être sur une conclusion, puisqu'on est dans le thème de coïncidence et des rapports université-entreprise, de faire en sorte que, d'après vous, quels sont les moyens de continuer à progresser dans cet échange, dans ces pas les uns vers les autres, hein, entre universités, étudiants et entreprises. Alors la première chose, c'est plus de valoriser ce que les étudiants savent faire plutôt que leurs connaissances à proprement parler. C'est-à-dire, soyons honnêtes, pour un entrepreneur, qu'un étudiant connaisse toute l'œuvre de Platon, il s'en fout. Pour parler vulgairement, il s'en fout. Ce qu'il voit, c'est que ça n'a pas grand-chose comme valeur marchande. Par contre, ce qu'il va voir, c'est qu'effectivement, normalement, un étudiant sera un bon rédacteur, pourra faire de la rédaction de sites internet, pourra faire de la rédaction de manuels, pourra s'occuper de ce genre de choses. Une grande entreprise comme Sorigor, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un énorme cabinet comptable. Ils ont recherché, lors de l'opération littéraire en entreprise, un rédacteur qui puisse s'occuper de tout ce qui est réseaux sociaux, pages Facebook, leur site internet. Ils n'ont pas trouvé, alors que c'était rémunéré et en plus qu'ils avaient l'intention d'embaucher par la suite. Et ils n'ont pas trouvé. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que les étudiants se sont peut-être auto-censurés. Sûrement. Je crois pas. Non, excuse-moi Catherine. Non, je pense que la mission de Sorigor, c'était confier carrément de la com dans laquelle il se sentait complètement incompétent, et à un étudiant qui était en L2 ou L3 qui n'était pas en com. Je pense qu'à un moment, il y a la notion de stage où là, il faut qu'on puisse définir clairement l'objectif du stage. Et le contenu est limité, cadrer la mission. Là, c'était dans les temps impossible. Nous, on a des stages d'observation ou d'orientation, pardon, plutôt, qui sont limités à 2 mois dans le temps. C'était infaisable. Donc non, là, je peux pas. Ils ont été un peu optimistes chez Sorigor, c'est ça? Non, ils confiaient complètement. C'est pas une question d'optimisme. Je pense qu'il m'avait dit, moi, je suis d'accord pour laisser carte blanche, mais justement, c'était pas l'objet. Je pense qu'on n'avait pas délimité suffisamment pour ce stage-là, et surtout pas dans le cas de littéraire. Okay. Voilà. Et ensuite, moi, par rapport au club notamment, où on a fait la publicité avec Sarah, et ils sont venus lors de tables ouvertes, plusieurs entreprises, je ne citerai pas les noms puisque Michel les connaît, m'ont dit clairement, oui, on prend un stagiaire pour te faire plaisir. Donc il y a un vrai déficit d'image. C'est un début. Ils ont été agréablement surpris. La meilleure publicité que l'université puisse se faire, je pense que c'est les étudiants qui vont le faire, en montrant qu'ils sont sérieux, qu'effectivement, ils savent arriver à l'heure, qu'ils savent apprendre, qu'ils savent respecter les contraintes de l'entreprise, comme tout bon salarié. Monsieur Conrad, sur cette idée d'essayer de progresser encore, des modalités d'améliorer cet échange, ces liens entre l'université et l'entreprise, vu de votre côté, si je puis dire, comment voyez-vous ça? Quelle bonne idée nous proposez-vous? Alors, on va être simple. Je pense que dans la formation que vous allez leur dispenser, bon, peu importe s'ils apprennent Platon ou s'ils sont... Ce qu'il faut, c'est être simple. C'est-à-dire, un étudiant, enfin quelqu'un qui arrive dans le monde de l'entreprise, il doit d'abord savoir s'adapter. Et rapidement. S'adapter à toute situation possible. Ça, c'est important. Il faut, dans le métier que j'exerçais avant, il fallait savoir s'adapter et rapidement. Donc voilà. Ça, c'est le premier point qu'on va demander, peu importe des connaissances que les gens ont. Ensuite, comprendre très vite, ça aussi, c'est un point important. Et le deuxième, c'est la disponibilité, parce que vous avez parlé beaucoup d'argent, mais nous, on cherche la disponibilité des gens. C'est-à-dire que s'il y a une opération à faire, il faut être là. Voilà, c'est très simple. Merci. Je crois que Marie voulait intervenir. Si, c'est bon. Ça marche. Non, c'était juste une petite réponse aussi à Jean-Yves Coquelin, parce que peut-être que les entreprises n'osent pas venir vers Bordeaux 3, mais je pense que les étudiants de Bordeaux 3 ne sont pas assez confiants
pour aller dans l'entreprise montrer leurs compétences ou ce qu'ils ont appris. Et tout à l'heure, donc, vous parliez de connaissances et de savoir-faire. Justement, ils ont l'impression que les connaissances qu'ils acquièrent à l'Université Bordeaux 3 ne servent à rien et ne sont pas des savoir-faire. Et ne peuvent pas ce ne sont pas des compétences qui sont transférables dans le monde de l'entreprise et qui peuvent se transformer en savoir-faire. Et c'est justement là-dessus, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'une connaissance acquise à l'Université Bordeaux 3 n'est pas une connaissance bêtement acquise. C'est-à-dire que normalement, la connaissance, elle est travaillée autour d'un savoir-faire. C'est-à-dire, par exemple, l'analyse, la synthèse. Enfin, bon, il y a plusieurs manières d'acquérir des connaissances et de la transposer sur un sujet déterminé. Et je pense qu'on ne peut pas acquérir des connaissances à l'université bêtement. Ça, je pense que ça n'existe pas, et heureusement. Et donc, les connaissances qu'ils acquièrent, et c'est le travail qu'on fait, que le POSIP fait dans le cadre des UEPPE, c'est justement de leur montrer que toutes les connaissances qu'ils acquièrent, c'est, pour la plupart, et c'est l'adaptabilité qu'on demande, et c'est tous les soft skills qui sont demandés dans le cadre du monde de l'entreprise, c'est important pour l'entreprise. Et c'est justement en leur donnant confiance et en leur disant que tout ce qu'ils acquièrent, eh bien, c'est transposable, qu'on va réussir à les amener vers le monde de l'entreprise. Je pense que ce qui leur manque énormément, c'est la confiance. Et les étudiants, actuellement, moi je le vois dans le cadre des UEPPE, ils se disent « mais je ne suis capable de rien, comment est-ce qu'on va m'accepter dans l'entreprise ? Je ne sais rien faire ». Et c'est bien ça le problème, à mon avis. Voilà. Oui, Serge, un petit mot, et puis on va devoir conclure, parce que le temps passe. Ah, oui, bien. Alors, Serge, rapidement. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Marie, c'est effectivement peut-être qu'au niveau de l'université, puisqu'on le voit quand même, je crois, dans les recrutements, il y a la méthodologie qui est recherchée. Ouais. Et je crois qu'à notre niveau, peut-être on n'insiste pas suffisamment sur la méthodologie que l'étudiant a pu acquérir tout au long de son cursus. Parce que ce sont des aspects très importants, on le voit dans le recrutement. Voilà. La deuxième chose, je voulais parler par rapport au métier, puisqu'il a été question des métiers, etc. C'est peut-être aussi parce que j'ai été dans la formation continue des personnels, que du coup je l'évoque un peu. C'est peut-être pas la notion de métier, mais peut-être, à mon sens, qui peut être évoqué aussi, c'est le parcours professionnel, qui aussi a son importance, je pense. Un petit mot, je crois, Philippe Loquet, et puis si vous permettez, alors comme ça elle va pouvoir se préparer, on va laisser le mot de la fin à Audrey sur cette idée de finalement qu'est-ce qui peut manquer encore à l'heure actuelle à l'université dans sa façon d'aider les étudiants d'aller vers l'entreprise. Voilà. Philippe, je t'en prie. C'est vrai que les universités littéraires ont une plutôt mauvaise image, on l'avait étudié en son temps, nous-mêmes à l'ISIC. C'est vrai aussi qu'on se bat un peu la coulpe. D'une part parce qu'on a des formations professionnelles qui existent depuis une cinquantaine d'années, qui ont fait leurs preuves, qui marchent extrêmement bien, qui ont des résultats équivalents d'écoles, donc extérieures à l'université. Et c'est vrai aussi que dans les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, on n'a donné aucun comparatif. Les premiers chiffres qui ont été donnés en introduction disaient 80%, 80 et quelques %, etc. etc. Et bien 80 et quelques %, c'est aussi bien ou mieux que les universités scientifiques de la zone, et c'est parmi les meilleurs résultats des universités françaises littéraires. Juste pour rebondir très brièvement là-dessus, quand on parle du taux d'échec en licence à l'université, j'aime à rappeler à mes interlocuteurs, ça m'est arrivé même l'année dernière à un colloque du MEDEF à Paris, j'ai dit prenez le temps de regarder le taux d'échec en classe préparatoire aussi. Alors Audrey, roulement de tambour, le mot de la fin. Donc concernant l'insertion en entreprise, je pense que ce qui manque à la fac, moi je le vois pas trop étant donné que voilà, je suis en filière pro, donc on est soutenu, mais de ce que j'ai entendu hier et de par mes amis qui sont à la fac, c'est un manque, ce qui a été dit hier aussi, de réseau qui permettrait de faire des connaissances et de savoir vers quelle entreprise s'orienter. Et aussi le fait, toujours de ce qu'on m'a raconté, parce que bon, moi j'ai pas eu ce problème, on le voit même dans les statistiques, tout le monde ne sera pas prof. Et finalement, quand on fait une filière assez classique de lettres ou même de langue,
les profs, est-ce qu'ils pensent à d'autres débouchés qu'être à leur tour prof à la fac en fait? Voilà. Oui, finalement, on peut dire qu'en conclusion, vous revenez sur un des thèmes qui a été soulevé notamment par Michel Valls, c'est aussi la connaissance du monde de l'entreprise par l'incendie eux-mêmes. Là encore, comme le soulignait Philippe Loquet, en fait, il y a une telle diversité de filières qu'on ne peut pas généraliser. Nous avons du travail à faire auprès de nos collègues qui connaissent encore peu ce monde-là, alors que dans certaines filières, ils n'ont plus besoin de nous. Et pardon, les entreprises ont aussi besoin de connaître les sources de compétences. C'est aussi la raison pour laquelle, entre autres, le club des entreprises de Mérignac, on essaye de monter une petite activité, une petite commission, on est 2 sur le sujet, qu'on va appeler Tremplin, voilà, et qui a pour vocation à faire alors on parle de réseautage, je préfère parler de mise en relation, c'est un petit peu plus français comme expression, mise en relation du monde des entreprises et du vaste monde de l'enseignement, pas la formation mais l'enseignement, parce qu'on ne parle pas de formation pro. On a déjà des demandes d'un collège de Mérignac, du lycée Marcel Dassault, la relation avec Bordeaux 3, voilà. Et l'objectif est là, c'est bien de faire de la mise en relation et de la connaissance croisée. Voilà. Bien, à suivre une table ronde, Rémi va vous l'annoncer. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci aux membres de la table ronde d'être venus jusqu'à Bordeaux 3. C'est pas si loin que ça finalement.